Dans un monde en pleine mutation, quels sont les facteurs clés du succès ? Quelles sont les compétences essentielles qui permettent de grandir et de développer son activité dans l'environnement concurrentiel actuel plutôt que de seulement la faire survivre ? Imaginez un instant tous les managers et dirigeants dotés de ces compétences indispensables pour réussir. C'est ce que nous faisons. Développer le savoir-faire des professionnels du monde entier sur ces 10 compétences fondamentales. Une méthode pour poser les questions de suivi, mais à pratiquer subtilement pour ne pas vous faire repérer, c'est de répéter les derniers mots de votre interlocuteur. Donc s'il dit « Je suis préoccupé par l'engorgement dans les ateliers de production », vous pouvez dire « L'engorgement dans les ateliers de production ? Oui, ça fait environ 2 semaines. » 2 semaines ? Oui, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais je crois que c'est à cause d'Alain. C'est à cause d'Alain ? Oui, parce que ça marche tant que vous ne vous faites pas repérer. Sinon, contentez-vous de dire « mais encore ». D'accord ? Commençons par un autre vrai ou faux. Pour qu'une affaire soit florissante aujourd'hui, il lui faut des clients satisfaits. Vrai ou faux ? Vrai. Bon, on peut dire que ça a été vrai. Qu'il fut un temps où une affaire pouvait prospérer avec des clients simplement satisfaits. Mais à notre époque de concurrence féroce, on voit que les clients satisfaits ne sont pas fidèles. Quand je dis « on », je parle en fait de la Harvard Business Review, qui a publié un article passionnant avec ce titre provocateur « Pourquoi les clients satisfaits vont voir ailleurs ». La difficulté de la mission de leader, ce n'est pas de faire en sorte que le travail soit fait. Ça peut se faire sous la contrainte. La difficulté du leadership, c'est d'amener les gens à vouloir faire leur travail, les amener à s'investir. La motivation, c'est amener les gens à faire les choses qu'ils doivent faire parce qu'ils ont envie de les faire. Parce que les gens sont plus performants dans leur travail quand ils le font de bon gré que quand ils s'y sentent obligés. Les gens ont tous des sujets de motivation. La vie de famille, les activités du week-end, ils sont motivés pour entraîner une petite équipe sportive, pour animer leur vie sociale. Mais peut-on les amener à avoir le même degré de motivation pour les tâches qu'ils doivent accomplir dans leur travail ? Peut-on leur donner les motivations ou les raisons d'agir, si vous préférez, qui les rendraient aussi enthousiastes dans leur vie professionnelle qu'ils peuvent l'être dans leur vie familiale ou privée ? Voilà les questions qu'on doit se poser pour renforcer la motivation. Les entreprises d'excellence qui prennent soin de leur personnel et dont le taux de fidélisation des employés est très élevé, établissent un plan de formation professionnelle pour leur personnel parce que c'est dans leur intérêt. Une étude de l'Université de Pennsylvanie auprès de 3000 entreprises a montré qu'un investissement de 10% dans l'amélioration des immobilisations rapportait une hausse de la productivité de 3,9% seulement. Alors qu'un investissement de 10% dans le développement du capital humain augmente la productivité de 8,5%. Et donc cette capacité à s'assurer que nos collaborateurs possèdent les connaissances, les compétences et l'aptitude à grandir au sein de l'entreprise est d'une importance absolument cruciale. Parce que dans la réalité, le leadership consiste surtout à gérer les tensions. J'ai fait une intervention dans une grosse entreprise au Canada. C'était le 25e anniversaire de cette société. Tous les employés étaient là. L'entreprise au grand complet, c'était assez impressionnant. Et au cours de cet événement, son PDG a dit une chose très pertinente. Il a dit « toute amélioration est le fruit d'un changement ». Mais tous les changements ne sont pas des améliorations. Le passé a une grande valeur, il aura toujours de la valeur, mais il ne faut pas qu'il nous empêche d'avancer. On doit garder le meilleur du passé s'il est toujours opérant.
et être ouvert à tout ce qui peut nous permettre de nous améliorer. Est-ce que vous avez dans votre entreprise des gens qui adorent le changement ? Il y a des noms qui vous viennent en tête ? Le genre de personnes qui, s'il n'y a pas de changement, lancent des rumeurs pour essayer de les provoquer. Et puis il y a ceux qui n'aiment pas le changement, ceux qui vous disent « ce n'est pas le changement que je suis venu chercher, c'est la stabilité ». Le point à retenir, c'est que les bons leaders ont besoin des deux catégories. Quel est l'enseignement à retirer de cela? C'est qu'il faut toujours suivre le processus de la négociation. Même si la première offre vous convient, même si au final, c'est sur cette base-là que vous vous entendrez, vous devez suivre toutes les étapes du processus. Parce qu'il faut que l'autre partie ressorte avec l'impression d'avoir gagné dans la négociation. J'irais même jusqu'à dire que c'est cela la définition d'un maître de la négociation. Prenez deux individus dans la même situation de négociation. Le contexte est exactement le même et ils obtiennent exactement la même chose tous les deux. Mais le bon négociateur laisse l'autre partie sur l'impression qu'elle a gagné. Le mauvais négociateur laisse l'autre partie sur l'impression qu'elle a perdu. Et donc, l'art de résoudre les problèmes, c'est comme posséder un pouvoir magique qui remet chaque chose à sa place, qui remet les choses en ordre, ce qui fait de nous des leaders transformationnels, des leaders réellement efficaces. Le principe de base pour résoudre les problèmes, c'est de les comprendre. Et surtout d'avoir une vision claire de ce que nous allons essayer de faire. Avoir une vision claire, comprendre le but, comprendre la vision, la mission, comprendre le postulat de départ. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? Il faut en avoir une vision claire. Deuxième principe, élaborer une stratégie solide pour la résolution de ce problème. Numéro 3, préférer des solutions pragmatiques. Ne pas chercher des moyens compliqués, sophistiqués ou qui pourraient s'avérer coûteux, mais les solutions les plus pragmatiques pour essayer de résoudre le problème. Et quatrième principe, qui est absolument primordial, c'est s'engager à agir avec persévérance. Le mot-clé, c'est bien sûr persévérance. Car trop souvent, on commence quelque chose qu'on ne termine pas. On fait une partie du chemin, on commence à rassembler les éléments qu'il nous faut, mais on ne poursuit pas cette démarche assez longtemps. Du coup, on abandonne avant que la révélation de la solution du problème ne s'impose à nous. Une bonne partie des problèmes que vous rencontrez en tant que manager et dirigeant ont tendance à se résoudre d'eux-mêmes quand on est dans un environnement qui encourage responsabilité et responsabilisation. Il y a un grand dirigeant qui l'a très bien formulé. La responsabilité est le prix à payer pour le succès. Et évidemment, la plupart des entreprises aspirent à la grandeur et à la réussite, mais cela est impossible sans la responsabilité et la responsabilisation. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment développer cela dans votre entreprise pour faire en sorte que votre entreprise connaisse les plus grands succès. Par quoi allons-nous commencer? Nous allons commencer par l'aptitude à avoir une influence sur les gens. Parce qu'on ne peut pas instaurer les notions de responsabilité et responsabilisation si on n'a aucune influence sur les gens. Et donc, comment convaincre les gens? C'est la question suivante. Deux idées clés sur la réflexion stratégique. La première idée concerne la vision ou la destination. C'est-à-dire jusqu'où on veut emmener l'entreprise, sa destination finale, l'entreprise qu'on veut être dans l'avenir, quel sera son point d'arrivée. On peut résumer toutes ces idées sur la destination par le terme de vision. La vision, c'est la recherche d'un sens profond. Pourquoi voulons-nous aller là, précisément? Quelle est la raison majeure de ce choix? Pourquoi voulons-nous aller dans cette direction-ci et pas dans celle-là? Quel est le sens profond? La stratégie, c'est-à-dire les buts, les objectifs, le chemin que nous prenons pour aller là où on veut aller. C'est tout simplement la recherche de l'avantage. Quel est le meilleur moyen pour aller d'ici à là-bas? L'une comme l'autre notion joue un rôle majeur dans la réflexion stratégique.
En tant que leader, c'est vous qui donnez le ton dans votre entreprise. Que vous dirigiez une équipe, un département, un service ou toute une entreprise, c'est vous qui instaurez le climat. Pour ceux d'entre vous qui ont dans leur équipe des individus qui, selon vous, pourraient s'impliquer davantage, vous trouverez ici de précieux conseils pour amener vos collaborateurs à donner plus d'eux-mêmes. Et pour ceux d'entre vous qui considèrent qu'ils ont déjà une très bonne équipe, eh bien cela ne fait jamais de mal de se rappeler de temps en temps les principes qui font une bonne équipe. Voici la meilleure définition que j'ai entendue. Une équipe gagnante est un groupe d'individus qui, avec passion et implication, travaillent à la réalisation d'un objectif commun.